Bonjour et bienvenue sur la première chaîne de podcast dédiée à l'inbound marketing en France. Lors de la première édition de l'événement Inbound Marketing France à Rennes, de nombreux experts venus du monde entier ont eu l'occasion d'échanger autour de ce sujet qui passionne de plus en plus de professionnels du commerce et du marketing en France. Si l'inbound marketing est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche à droite de votre écran. Je vous laisse avec la suite. Très bonne écoute. Bonjour à tous, rebonjour. Merci d'être dans ce workshop dont le thème est la transformation digitale dans l'industrie. Alors je suis contente que vous soyez nombreux dans cette salle, déjà parce que quand j'ai dit à certains autres collaborateurs et collègues que j'animais la table ronde sur l'industrie, il y en a qui m'ont fait des têtes un peu comme ça. Et je pense qu'ils ont tort, la preuve, vous êtes nombreux. Prenez place, je vous en prie, entrez. C'est donc que le sujet est pertinent et intéressant. Vous avez sur cette table ronde donc 4 intervenants qui sont spécialistes du secteur. Loïc Enaf, que certainement vous connaissez. Monsieur Loïc. Pierre Dermel, qui se trouve là sur ma droite. Ensuite, Hervé Heinrich, ici. Et Renaud Constant. Alors, je vais commencer par vous dresser un petit portrait un peu du secteur d'activité pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'industrie. Il faut savoir qu'une étude récente d'octobre dernier, faite, je crois, par BPI France avec Fab Lab, on a interrogé 1800 chefs d'entreprise, d'ETI et de PME dans le secteur de l'industrie, à qui on a posé des questions sur la transfo digitale. Et la horreur, il est sorti de cette étude que 85% des personnes interrogées ne jugeaient pas que la transition digitale était un enjeu stratégique. Il y a quand même la moitié des personnes interrogées qui, alors peut-être qu'ils ne la voyaient pas comme un enjeu stratégique, mais qui étaient disposées à envisager de changer un peu certaines méthodes. Et ce que je voulais... Alors, on a dressé un petit peu, si vous voulez, 3 catégories de personnes parmi ces chefs d'entreprise. Ils ont identifié ce qu'on appelle les sceptiques, c'est-à-dire en gros ceux qui ne voient pas du tout l'intérêt et qui disent voilà, ça fait 25 ans ou 30 ans que je travaille comme ça, je ne vois pas pourquoi je changerais. Donc ça, c'est la catégorie des sceptiques. On a identifié une catégorie qu'on appelle les apprentis, c'est-à-dire ceux qui ont envie de s'y mettre, qui sont plutôt ouverts et qui n'ont pas forcément les connaissances ou les compétences, mais qui sont tout à fait disposés à évoluer. Et puis ce qu'on appelle un peu les conquérants. J'ai 4 conquérants, si je peux vous appeler comme ça. Alors déjà, pour commencer, je voudrais, vous 4 à chaud comme ça, vous demander de réagir sur les résultats de cette étude et vous demander ce que ça vous inspire. Loïc. C'est probablement vrai, puisque vous le dites. Et puis surtout, on sent bien que la transformation est extrêmement, extrêmement rapide, que les outils se présentent à nous de plus en plus perfectionnés, de plus en plus pointus, et demandent une culture du digital de plus en plus forte pour les comprendre et pour les utiliser. Et donc, ça paraît assez normal. Et d'ailleurs, je pense que probablement que cette proportion va rester la même pendant très longtemps, avec une élévation générale du niveau, mais que ceux qui étaient sceptiques il y a quelques années resteront encore sceptiques pour les outils de demain, et probablement qu'on peut même extrapoler sur toute nouvelle technologie qui arrive dans notre secteur, tout simplement parce que notre secteur, il ne faut pas l'oublier, et c'est une des caractéristiques, à mon avis, par rapport au monde du digital, c'est qu'il est extrêmement capitalistique. Une industrie capitalistique, c'est une industrie qui demande beaucoup de capitaux, beaucoup d'argent, qui demande de bâtir, construire des bâtiments, de creuser des fondations. C'est du brick and mortar, c'est du solide, et ça demande des retours sur investissement. Les retours sur investissement sont longs, et donc c'est difficile de revoir des procédés de fabrication, difficile de réenvisager des supply chains complètes à l'aune d'une révolution qui serait de plus en plus forte et de plus en plus rapide. Donc vous, en gros, votre réaction, c'est qu'il y a un gros décalage entre l'agilité qu'on prêche dans le secteur du digital et un temps beaucoup plus long d'investissement.
dans le secteur de l'industrie, puisque quand on investit des millions, on n'a pas c'est pas vocation à transformer 15 fois le modèle. Oui, c'est pas une histoire de millions, c'est une histoire physique tout simplement. C'est-à-dire que quand on fabrique, quand on a des lignes de production, qu'on a des bâtiments industriels, c'est extrêmement long de les reconfigurer. Ça peut être, les investissements peuvent être colossaux, et donc une fois que le coût est tiré, le coût est tiré. Pierre, réaction sur les résultats de cette étude, est-ce que vous trouvez ça surprenant ou est-ce que ça confirme une intuition ou votre sentiment sur le sujet? Alors, donc moi j'ai la responsabilité à l'international du marketing digital dans une société du monde pharmaceutique qui s'appelle Biocodex. Donc j'ai été recruté pour apporter ce changement et bien sûr je confirme ce que cette recherche dit. Dans l'expérience personnelle, moi j'ai eu plus d'une personne qui est venue me voir depuis que je suis là et qui me dit voilà, tu es quelqu'un de très bien, c'est super, c'est intéressant ce que tu dis. Je me demande par contre pourquoi tu es là. Mais c'était vraiment sincère. Alors, le monde pharmaceutique, c'est aussi un monde qui est d'un côté certainement un tout petit peu en retard par rapport à d'autres mondes comme la finance ou comme le monde de l'automotive par exemple. Et je pense que c'est un monde qui est aussi un peu protégé, donc qui n'a pas forcément senti le besoin. Je vis dans une société qui a une croissance très forte tous les ans et qui se répète tous les ans. Donc effectivement, la question, je ne vois pas pourquoi vous êtes là, c'est une question qui est légitime. Et je pense qu'à leur place, je ferai la même question. J'ai souvent dit que donc, cette société c'est un laboratoire français, qui a ouvert à l'international depuis quelques années, et donc maintenant 2/3 du chiffre d'affaires, donc on est passé de 50 millions de chiffre d'affaires il y a quelques années à plus de 300 maintenant, et donc une croissance gigantesque, et qui maintenant, on fait 2/3 du chiffre d'affaires à l'étranger. J'ai toujours dit, quand on a été à l'étranger, en ouvrant les filiales, alors j'étais pas là, c'était la terre inconnue, et pour moi Internet c'est un peu ça. Je pense que donnant cette interprétation, au début, quand je l'ai fait, je t'en parlais hier soir, j'en parlais hier soir, je pense que je croyais avoir la solution, avoir répondu à leurs inquiétudes. Et en fait, je me rends compte que ce n'est pas une bonne comparaison. Aller ouvrir une filiale dans un pays même méconnu, avec une langue que je ne connais pas, à un certain moment, ça veut dire rencontrer un comptable, rencontrer un avocat, un notaire, rencontrer des partenaires. Internet, c'est vraiment compliqué. On sait souvent pas par où commencer. Est-ce qu'on a des investissements initiaux importants ou est-ce qu'il faut être agile ou pas? Donc ça, je pense que la comparaison n'était pas bonne. Et je dirais que pour conclure... non, conclue pas parce que tu vas pas partir. Pour rajouter ce morceau-là, je pense qu'une solution peut être celle de parler business et pas parler digital. Alors, merci pour ce propos. Ce que je voulais aussi, c'est vous demander à vous deux un peu votre réaction sur cette étude. Je commence par ce sujet-là parce que ça paraît assez surprenant et en même temps, comme vous êtes tous les quatre dans le secteur de l'industrie et que vous travaillez aussi sur le digital, du coup, il y a une petite contradiction entre l'état de la question au niveau national et puis là, notre table ronde et le casting qui est proposé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot sur ce secteur qui serait peut-être un peu plus lent que les autres à se digitaliser et peut-être pourquoi ? Alors, je ne suis pas non plus très surpris par ces résultats-là. Je travaille chez Socomore, une société qui sévit dans le monde aéronautique et dans la chimie de spécialité en particulier. Donc, ce sont deux mondes qui ne sont pas vraiment connus pour se digitaliser rapidement. L'aéronautique n'aime pas le changement. Est-ce que je peux préciser que Socomore fait de la peinture, d'accord, ouais, pour des secteurs très pointus comme l'aéronautique ou l'automobile, qui sont soumises à des pressions ou à des températures très élevées ou à de la torsion? C'est ça, entre autres des peintures par exemple pour les pales des moteurs. Donc ce n'est pas les peintures qui couvrent tout l'avion, c'est uniquement les peintures anti-érosion sur certaines applications très précises. Donc forcément il y a une grosse propriété industrielle, un gros secret de formulation, etc. Donc tout ça, ce sont des freins. Déjà l'aéronautique, comme je disais, n'aime pas le changement. À partir du moment où un avion est designé et prêt, il va voler un certain nombre d'années et on ne va pas remettre en cause la façon dont il a été construit. Donc on ne va pas remettre en cause la chaîne de production, la supply chain, etc. Donc changer quelque chose dans cette industrie-là prend énormément de temps. Et la chimie, c'est pareil. La chimie, c'est à partir du moment où on a un secret, un produit qu'on va vendre, on va vouloir en profiter le plus longtemps possible. Malheureusement, je dirais. Mais la digitalisation, c'est souvent vu dans ces métiers-là comme un beau site web. Alors, Renaud Constant, vous avez, je pense, une vision assez large du sujet parce que vous étiez salarié dans l'industrie pendant longtemps, c'est un secteur que vous connaissez bien, et vous avez monté une boîte dans le digital spécialisée sur le secteur de l'industrie avec
tous vos clients quasiment dans l'industrie. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation un peu paradoxale d'un secteur dynamique, innovant, et en même temps qui est un peu plus frileux peut-être que d'autres à se digitaliser? Alors effectivement, je pense que moi j'ai la chance en tant que prestataire de service de rencontrer à peu près les 3 typologies d'entreprises. Donc on les rencontre tous les jours, ça, il n'y a pas de souci. J'ai 2 remarques par rapport à ça. Je pense qu'il y a un gisement qui est énorme dans l'industrie. Parce que vraiment, nos clients ils produisent plutôt bien. Il y a des compétences, il y a des process, il y a des données. On a juste besoin de les aider un peu, d'enlever un peu de timidité pour exploiter ce gisement. Mais c'est sûr que ces axes de croissance sont énormes, ça c'est la première chose. Donc il ne faut pas être frileux. Alors effectivement, vous le disiez tout à l'heure, on est dans le click and mortar, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avancer doucement, on avance sûrement moins vite que d'autres secteurs d'activité, on a besoin d'aller par étapes, on a besoin de se rassurer, on a aussi besoin de voir un peu ce que fait la concurrence. Donc parfois il suffit qu'il y ait un concurrent qui avance et puis derrière ça tire tout le monde derrière. Donc ça c'est la première remarque. La deuxième remarque, j'ai oublié. Est-ce que vous vouliez parler de la spécificité du B2B ou pas du tout? Ouais, tout à fait. Alors en B2B, effectivement, d'abord, il y a une spécificité, c'est qu'on est tiré aussi par le B2C. Donc le B2C, je pense, c'est un très bon laboratoire pour le B2B. Et on a beaucoup de clients qui observent ce qui se passe en B2C, notamment sur la partie e-commerce où ça va très très vite et beaucoup plus vite. On en a parlé tout à l'heure. Et donc effectivement, l'industrie se met un petit peu en suiveur, observe, réplique, adapte aussi à son modèle. Alors merci pour vos points de vue respectifs sur cette étude. On va commencer par Hervé Heinrich. Alors, vous allez un peu nous raconter comment vous y prenez en interne, dans votre groupe, en sachant que vous êtes au COMEX. Donc ça veut dire quand même que la direction générale a estimé que le digital était un vrai sujet, que vous êtes entendu, contrairement à d'autres peut-être qu'ils le sont moins. Voilà. J'entends oui, d'accord, c'est peut-être pour ça que vous êtes venu voir ce workshop. Comment vous faites la mise en œuvre en interne en intégrant les collaborateurs et notamment le marketing et la R&D et parfois la com qui souvent ne se parlent pas. Enfin, je ne sais pas si dans la salle ça vous dit quelque chose. D'accord. Voilà. Alors, c'est vrai que la transformation digitale, elle ne peut pas se faire sans les hommes et femmes, évidemment, de Il la a peur société. que je fasse hashtag balance ton porc. On se détend, tout va bien. C'est dangereux. Non, voilà, ça ne peut pas être fait uniquement parce qu'une personne le décide. C'est pas juste brancher un outil, quelque chose. Il faut le faire avec les personnes qui sont dans la société. Donc forcément, il faut accompagner parce que ça fait très peur quand on parle de transformation digitale. Sans doute de façon très légitime, les personnes ont déjà peur de perdre leur boulot. Donc ça marche très bien, pourquoi est-ce qu'on changerait? Et en plus, je vais perdre mon boulot. Donc il y a cette peur-là, et après, comme vous le disiez tout à l'heure, on ne sait pas comment s'y prendre. Donc je dirais que la clé, c'est comme tout accompagnement au changement, c'est-à-dire c'est expliquer, c'est trouver des relais, trouver des champions, des personnes qui voient déjà ce besoin-là. En particulier, comme le disait l'intervenant de HubSpot, c'est la relation, elle doit se faire avec le client. La transformation digitale, c'est pas une stratégie en elle-même. La stratégie digitale doit s'adosser à une stratégie business, je dirais. Et du coup, il faut remettre le client au centre de tout. Et à partir du moment où on met le client au centre de tout, on reparle, on voit avec les commerciaux qui ont un besoin criant de soutien et qui attendent énormément du digital. Même s'ils ont aussi peur quelque part de devenir d'être remplacés par un web store, ils sont quand même les premiers demandeurs d'un soutien digital pour s'assurer que quand ils ont une interaction avec leurs clients, elle soit au bon moment pour le bon sujet. C'est de plus en plus difficile aujourd'hui, si je prends juste cet exemple-là pour un commercial, d'obtenir un rendez-vous chez un client. Parce que les commerciaux je dirais, qui sont des pouces catalogues, qui viennent là, qui font leur tour du pays ou du département, ça c'est fini. Cette époque-là, elle est complètement finie. Donc il faut s'assurer d'être au bon moment sur la route du prospect ou du client. Ce qu'il va chercher, il faut s'assurer que sur son chemin, sur son expérience, il tombe sur nos solutions. Alors, vous, dans votre entreprise, comment vous faites la mise en œuvre de tout ça avec notamment les équipes commerciales? Parce que c'est souvent assez segmenté, assez séparé. Je peux le dire, je ne travaille pas dans l'industrie, donc je peux parler librement. C'est plus facile pour moi, je me permets. Est-ce que vous mettez en place des personnes relais? Est-ce que vous mettez en place des équipes un peu transverses avec une personne de la R&D, une du marketing et une du commercial? Comment vous animez
en interne, en fait, ces équipes Tout à fait, on crée des équipes, des workshops sur le sujet, des task force, hein, pour utiliser un mot aussi à la mode, et c'est facilité par le fait que je suis en charge du marketing et des ventes. Donc ça, ça donne un certain impact quand je demande quelque chose, effectivement. Ça aide. Alors, quelles sont les datas à identifier dans votre entreprise, entre les fiches produits, les catalogues, la partie juridique, les brevets? J'imagine qu'il y a une quantité astronomique de données à identifier, à trier, à valoriser. Oui, et puis à ça, vous pouvez ajouter toutes les données, je dirais, de navigation des utilisateurs sur le site. Qu'est-ce que les gens vont voir sur le site? Quelles sont les fiches produits qu'ils vont regarder? Quelles sont les brochures? Qu'est-ce qui les intéresse? Au jour d'aujourd'hui, Socomore a commencé sa transformation. Je ne suis pas là pour témoigner de quelque chose de formidable qui est en place. Non, on a commencé cette transformation-là. Le site web est on a quasiment un seul channel de vente qui est les commerciaux. Le site web est toujours un catalogue en ligne, en résumé. Mais on est en train justement de changer ça. Dans une vie précédente, j'ai aidé beaucoup de sociétés à faire ces changements-là, à identifier réellement quelles sont les personnes à qui parler avec le bon message. C'est-à-dire que spammer toute une communauté avec on lance un nouveau produit pour préparer une surface métallique. Si c'est quelqu'un qui est dans le domaine de la peinture, comme vous disiez tout à l'heure, il n'est pas du tout intéressé par cette information-là. Donc la clé, c'est de savoir exactement à qui parler et à quel moment. En plus de toutes les datas dont vous parliez tout à l'heure, qu'est-ce qu'on leur met en face d'eux, en fait? Parce qu'il y a ces deux pendants. Il y a quelles sont les datas à collecter et quelles sont les datas qu'on peut mettre en face des personnes à qui on veut s'adresser. La bonne info au bon moment, c'est ce que disait tout à l'heure Christian Kinéa. Loïc Hénave, je me tourne vers vous parce que déjà, je pense que votre société fait travailler quand même beaucoup de personnes dans la région, et vous êtes un peu un patron 2.0, un patron d'industrie 2.0. Ah, j'aime bien trouver des petites punchlines comme ça. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que on parle souvent de l'industrie comme faisant quasiment que du B2B, mais vous avez une image très positive et une notoriété auprès du grand public. Du coup, ça fait de vous une entreprise un peu particulière qui a les contraintes et les particularités de l'industrie avec la culture du secret, des investissements longs, etc. Mais en même temps, une image grand public peut-être qui facilite un peu la digitalisation de certaines activités. Oui, c'est vrai. Alors, effectivement, on est une industrie certes, mais pas si colossale que ça. On est 250 personnes. Une industrie avec les caractéristiques de l'industrie. Mais nous avons aussi une marque et nous avons développé une politique de marque depuis toujours qui s'est fortement développée dans les années 70, années 80. Et pour sauter immédiatement dans le sujet du digital, en fait, ce qui nous est arrivé, ce sont deux choses. La première, c'est du côté de l'industrie, on a dû mettre en place un ERP dans l'entreprise il y a... On est en 2018, vers 2009-2010, on a vraiment restructuré les choses et ça a été particulièrement douloureux. Très très long, très très cher, 3 fois plus long, 3 fois plus cher. Alors, 3 long fois comment? plus dur. Long comment? en Combien de mois? Ah oui, mais combien de mois? Ce qu'on avait imaginé. Enfin, après, c'est des histoires de lots, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qu'on avait pensé mettre une année, on a mis 3. Ce qu'on avait pensé à coûter X milliers d'euros, a coûté X milliers d'euros. Bref, tout simplement parce que nous n'étions pas prêts, mais je ne pense pas qu'on est tous prêts à subir cette tornade quand elle nous tombe dessus. Et on pense envisager à peu près bien les choses, mais en fait, on se trompe. Et donc, on avait très sous-estimé cela. Alors que dans le passé, notre entreprise avait plutôt fait des bons choix stratégiques informatiques, c'est l'ancien mot, avec des serveurs plutôt bien structurés. Voilà. Et cette tempête de l'ERP nous a beaucoup bousculé. Et dans le même temps, donc ça c'est sur la partie vraiment purement industrielle et d'une entreprise classique. Et dans le même temps, nous avons pris une vague, comme on surfe, on a vraiment pris une vague qui est celle de Facebook,
avec notre marque ENAF. Alors, merci d'aller liker ENAF. Ouais. On peut faire la minute promo, il n'ose pas. Voilà. Est-ce que vous pourriez liker, partager la page ENAF? Merci, c'est gentil. Voilà, c'est fait. Et tout ça, un peu par hasard, et d'ailleurs c'est un peu grâce à un étudiant rennais qui à l'époque avait créé cette page à notre insu. Et les choses se sont, je ne vais pas rentrer dans l'histoire, c'est une histoire qui est amusante, mais et aujourd'hui nous avons une page qui a quasiment 170 000 fans, ce qui pour une marque comme la nôtre est considérable. Et donc, et au fil du temps, on a développé une relation avec nos consommateurs assez sympathique, je dois avouer, et on a un taux d'engagement qui est un des tout meilleurs de France, voilà, sur les marques en général et les marques alimentaires en particulier. Et donc, ces deux faits, ces deux tempêtes, la tempête industrielle, informatique puis digitale, et la tempête du marketing, qui par l'image apporte nous oblige à installer de nouveaux outils, à comprendre de nouvelles choses, à récupérer, aller à des formations, à participer à différents forums, etc. On s'est vraiment rendu compte qu'il se passait quelque chose et qu'il fallait qu'on y aille très vite, sinon on allait perdre, je dirais, l'avantage que nous avions pris, la petite avance de phase qu'on avait. Et donc c'est ce qu'on a fait, et je crois qu'effectivement, comme mes collègues, on n'est pas spécialement les plus avancés et les plus 2.0 de la Terre, mais en tout cas, on a conscience d'eux, on y travaille beaucoup, on essaye de se former. Je ne cache pas que ma présence ici, c'est pas pour rien, voilà, c'est aussi pour rencontrer, voir, comprendre, parce que je fais pas ça tous les jours, c'est pas mes sujets permanents, et donc à titre personnel, ce que moi j'ai fait il y a quelques années, c'est que j'ai rencontré beaucoup de gens, voilà, sur ce sujet. J'ai essayé de m'acculturer au digital. J'en parle assez facilement parce que c'est pas un truc qui me plaît particulièrement. mais voilà, parce que c'est mon job. Et finalement, j'ai découvert, évidemment, comme tout le monde, beaucoup de choses très intéressantes. Mais on y est rentré, et ça reste quand même extrêmement difficile. Dans des entreprises, et sans parler d'industrie, dans des entreprises qui sont pas nées pour ça. Voilà. Je pense que les entreprises du digital ont quelque chose de formidable, c'est qu'elles ont une énergie, une agilité, tout ce qu'on veut, une jeunesse. Est-ce que vous voulez dire que l'ADN de départ de l'entreprise est pas du tout le même que quand on a une... Je dirais pas jusque-là, parce que être tourné sur le client et le consommateur, oui, c'est quelque chose qui est central, qui est central chez nous. Mais l'entreprise familiale? Oui, ça change rien, peut-être même bien au contraire. Ça aide puisque dans notre cas, nous sommes très à l'écoute de nos consommateurs. Ce fut des courriers que nous écrivaient nos consommateurs. Il y a d'ailleurs même une pièce de théâtre qui tourne en Bretagne sur les interprétations autour des lettres que nos consommateurs nous envoyaient pendant tout le siècle de notre existence. Ça a été le numéro azur, le numéro vert, ça a été, le Minitel, toutes ces choses-là qui ont existé à une époque et qui permettaient comme capter de la donnée pas centralisée, pas concaténée, pas transformée, pas tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, l'écoute du consommateur a toujours été au cœur de notre entreprise. Par contre, c'est la multiplicité des outils, la capacité à utiliser tous ces outils pour des gens dans notre entreprise qui ont 14 ans d'ancienneté moyenne. Voilà, donc ce sont des gens qui sont comme moi, qui n'ont rien d'extraordinaire, ils sont pas extraordinairement agiles avec leurs ordinateurs et leurs outils numériques. Et donc c'est difficile, le cœur il est humain, la difficulté elle est humaine, c'est comment on amène quelqu'un, et je pointe personne dans mon entreprise, je me pointe moi, comment on pointe quelqu'un qui, quand il a démarré ses études, Windows n'existait pas. Voilà, c'est tout. Moi j'ai eu un premier ordinateur, il n'y avait pas Windows dessus. Voilà, j'ai acheté ma souris en fin d'année d'école de commerce, troisième année d'école de commerce. J'étais un peu nounouille devant ce truc-là. Et voilà, donc c'est comment, quand on n'est pas né dedans, comment on ne baigne pas en permanence dedans, comment on arrive à pas devenir juste utilisateur, mais bon. Parce qu'on est en situation de concurrence, nos concurrents aussi avancent, et c'est pas parce qu'on a été un petit peu en avance de phase à un moment donné qu'on l'est toujours. Donc encore une fois, je pense que la difficulté, c'est pas spécialement pour l'industrie, si ce n'est avec les contraintes qu'on a citées tout à l'heure, mais c'est l'humain, et comment tout un chacun arrive à en faire des outils du quotidien.
Et encore une Est-ce fois, qu'ils pour doivent être performants. ils doivent Ouais. s'approprier aussi les outils ou les nouvelles manières de travailler? Est-ce que vous faites en interne, je sais pas, des formations, des réunions sur le sujet? Comment vous organisez les choses à l'intérieur avec les collaborateurs? Alors par exemple, on a mis en place depuis un an un intranet collaboratif, pour ceux qui connaissent une solution Jalios, et on fait alors on appelle ça des workshops, pour appeler ça des réunions tout simplement, mais on appelle ça Non, en fait, il faut mettre des baskets, Ouais. il faut dire workshop, ça et un fait plus baby. style. Non, il n'y a pas de baby. Et donc il y a le vendredi après-midi, il y a une salle avec un animateur qui est un responsable informatique, qui aide, qui accompagne, et les gens partagent leurs difficultés du quotidien à utiliser cet outil. C'est la qui, au personne demeurant, ressource, en fait, l'humain Voilà. qui Voilà. à qui peut répondre aux questions des Bah, collaborateurs voilà. tous les vendredis. Donc c'est pas un chatbot, hein, c'est un bonhomme qui s'appelle Pierre-Jean, qui est très sympa et qui accompagne au quotidien les gens, et donc une fois par semaine ils échangent, parce que c'est pas simple. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand quelqu'un commence à percevoir la puissance du système, quelqu'un commence et commence à basculer. La difficulté, c'est que quand trop de personnes dans une équipe et dans une entité basculent et commencent à comprendre, et il y en a toujours qui sont derrière qui n'ont toujours pas compris, parce que c'est comme ça, la fracture s'installe. Donc ça segmente un peu les Absolument. équipes avec ceux qui sont in ça et ceux qui sont out, quoi. Ça fragmente, et c'est très difficile. Je vais donner la parole à Pierre de Renmenil parce que c'est un peu Oui, est-ce qu'il marche bien celui-là? Tout marche bien. Le Larsen de ce matin m'a traumatisé. Non. Donc Pierre de Renmenil, comment vous êtes perçu dans votre entreprise qui est, donc on l'a dit tout à l'heure, dans le secteur de la pharmacie? C'est un peu ma première question, c'est-à-dire c'est qui celui-là? À quoi tu sers? Est-ce que c'est un manager de plus? Est-ce que c'est ce fameux mot un geek? Ou est-ce que c'est un emmerdeur? Et oui, j'ai le droit de dire ce que je veux, je travaille pas dans J'ai l'industrie. vu que même ce matin, tu avais le droit de dire ce que tu voulais. Je pense qu'à mon arrivée, il y avait une énorme attente, et ça, c'est pas un cadeau, parce que c'est l'homme du miracle, et les gens ne savent pas où commence le miracle. Donc, et je ne suis pas en mesure de faire des miracles. Et cette attente m'a pas aidé. Donc il a fallu avoir le support du COMEX et du top management pour faire comprendre qu'il n'y a pas de miracle, et qu'il faut du temps pour changer les choses. Et en général, les entreprises n'ont pas le temps d'attendre. Ça, c'est on parlait aujourd'hui d'inbound. L'inbound, c'est un investissement, vous l'avez tous compris, de long terme. Et aujourd'hui, ce que moi j'implémente, c'est clairement des investissements d'inbound en long terme, et en même temps, si je peux me permettre l'expression que je ne vais pas répéter quand je suis en entreprise, c'est feed the monkey, c'est je donne au singe, je nourris le singe, c'est-à-dire que régulièrement je donne du délivrable immédiat qui pour moi n'est pas un investissement à long terme, mais en attendant il voit que ça avance. Et à un certain moment, l'investissement à long terme ressort, mais ça met des mois, hein. Nous on vient de sortir donc j'ai changé de stratégie sur un des sites qu'on a qui a un blog. Donc on a écrit un blog post différent des autres. On parle de préparation marathon. Donc c'est un produit qui aide cette préparation marathon. Et on avait des 550 mots de moyenne sur les blog posts. Donc 550 mots, c'est vraiment, c'est pas grand chose, hein, mais bon, voilà. Et j'ai changé de stratégie. On est passé à un article free, hein, c'est pas un truc à télécharger, à 8800 mots. Donc ça va. Alors ça a choqué tout le monde. C'est 8100 mots. Si quand on l'a imprimé pour le valider en interne, c'est 24 pages. C'est un blog post. C'est ce qu'on appelle la stratégie de master content. Peu importe, mais ça va donner des résultats dans 4-6 mois. Et ils ne vont pas m'attendre. Donc il faut que je trouve des trucs tout de suite. Et donc, excusez-moi, est-ce que vous pourriez préciser en plus la contrainte de sortir des contenus conformes avec le service juridique? Alors, avec toute la réglementation sur les médicaments, et que du coup les contenus ne peuvent pas être totalement non plus spontanés, qu'il faut trouver un mode opératoire en interne pour rationaliser tout ça. Comment vous faites? Alors là, on parle d'un complément alimentaire, donc c'est un peu moins compliqué qu'un médicament, mais ceci dit, on reste dans un laboratoire pharmaceutique. Il y a des hommes et des femmes qui valident et qui ont une culture de validation qui est celle de zéro risque. Il y a l'image de marque de l'entreprise qui est en jeu, et donc zéro risque, même si là on parle de quelque chose, on parle d'un guide dossier
sur la préparation au marathon, où aucune allégation est faite. On parle de simplement quels sont les aspects mentaux, les aspects la vestimentaire, technologique, la préparation, la nourriture. Il y a en aucun cas on cite le produit. Malgré tout, ils ont dû se lire les 24 pages. Cette stratégie, elle est claire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a mis 1 mois et demi à écrire et à valider ce contenu. Après, on va faire, sur la base de ces contenus-là, des contenus satellites de 500 mots. Quand on va les passer au réglementaire, ils vont se dire, mais on a déjà lu ce truc-là. En fait, c'est simplement qu'ils l'ont lu dans les 24 pages, on le redéveloppe un tout petit peu. Donc nous, ça nous facilite. Ça, c'est la stratégie que je mets en place pour aller plus vite après. Donc c'est de sortir un gros livrable d'un coup. Un gros délivrable d'un coup qui met du temps, qui implique tout le monde. On s'enferme des fois dans... Tu parlais d'un après-midi. Pareil, c'est un après-midi où tout le monde s'enferme et valide les contenus. Et puis voilà, certainement il est sorti. Et c'est le gros morceau qui est sorti. Ça permet... Nous, je pense qu'on va travailler sur ce contenu pendant 1 an. Il y a un autre master content sur un autre thème qui va sortir en juin. Mais c'est pareil, pendant 1 an sur un autre thème, c'est plus le marathon. Donc pareil, pendant 1 an, on va profiter de ce contenu. Je dis 1 an, ça pourrait être 6 mois, mais ça va être du moyen terme, on va dire. Donc ça, c'est une des complexités, et j'essaie de répondre par ce moyen, mais je vous rappelle, encore une fois, il faut donner du délivrable immédiat. C'est pour ça qu'on fait des campagnes en outbound, donc en allant, par exemple, sur Google AdWords, qui ramènent du trafic immédiat. On passe d'un trafic de 7000 utilisateurs au mois d'août à 17 000 au mois de septembre, à 60 000 au mois d'octobre, à 135 000 au mois de novembre. Donc c'est une explosion de trafic. Excusez-moi, est-ce que ça, c'est pas aussi pour pouvoir montrer au COMEX des résultats immédiats qui les rassurent pendant que, on peut parler comme on veut, qui permettent de présenter des résultats chiffrés immédiats pour faire le boulot de fond qui prend beaucoup plus de temps. Exactement. C'est une des stratégies, c'est-à-dire qu'il est évident que si on est à 7000, c'était le mois d'août, 8000, pardon, c'était le mois d'août, et là on est à 135 000, clairement il y a eu une augmentation. On a un budget derrière, donc le coût par contact, il est stable, il a augmenté, je ne sais pas, mais bon, il y a un gros budget qui est mis dessus. Le monde pharma manque de ressources, mais pas de ressources économiques en général. Et puis, ce n'est pas des sommes gigantesques, je ne veux pas exagérer de sens, ça, ce n'est pas des sommes gigantesques par rapport aux résultats où les gens en interne sont contents. Mais c'est clairement un signal en interne avant de vendre en externe les choses qui vont mettre des mois à se mettre en jeu. Puis, évidemment, moi je suis conscient, et les équipes qui travaillent sont conscientes qu'on a 96% du trafic qui reste moins de 10 secondes. Donc, moi, quand je vois ça, c'est un coup de poing dans l'estomac, quoi. Mais on n'a pas le choix en ce moment. Et je le dis, je le communique, c'est pas que je le cache. De toute façon, c'est tellement public. Enfin, bon, moi j'ai accès aux data, mais les gens peuvent avoir accès aux data. C'est relativement public. Mais la réponse, c'est pour l'instant, on va voir la quantité, la qualité, on verra ça plus tard. Bon, voilà, je dis, j'ai un magasin, les gens, j'ai une pharmacie, il y a beaucoup de monde qui vient, mais il reste 10 secondes. Mais en attendant, ils viennent. Bon, moi, c'est pas tout à fait ma philosophie, mais en attendant, il faut que je tienne les enjeux, les équilibres. Et c'est d'ailleurs le conseil que je donne dans ce genre de changement. Il faut donner des résultats immédiatement, sans se foutre de la gueule du monde non plus, parce que les gens ne sont pas dupes, c'est des businessmen. Je ne peux pas aller vendre à mon PDG demain des chiffres. Il va me dire, il n'est pas bête, il va me dire, attends, explique-moi exactement comment tu as réussi à faire ça. Et je lui explique, voilà, sur long terme, je vais faire ça. Voilà ce que je suis en train de faire dans le bref, et je pense que c'est tout à fait logique. Je vais passer la parole à Renaud Constant, parce que je trouvais intéressant d'avoir ce point de vue sur tous vos clients quasiment sont dans le secteur de l'industrie. Et du coup, vous êtes un petit peu comme un prêcheur et vous devez vous adapter en fait à chacune de leurs spécificités. Oui. Alors, comment vous avez basculé déjà de salarié à monter votre boîte et comment vous avez eu cette idée? Alors le passage il s'est fait naturellement. Donc j'avais travaillé 10 ans chez Schneider Electric sur les problématiques de catalogue au sens large. Donc c'est bien catalogue papier, e-catalogue, etc. Et donc en 2000, on a franchi le pas avec 2 amis. Et donc on a créé la société qui s'appelle 3C Evolution avec pour objectif d'apporter une offre catalogue aux PME et notamment aux industriels. Voilà. Et aujourd'hui, donc on a 2 axes de développement. Un premier, on est éditeur et intégrateur d'une solution qui s'appelle NextPage, qui permet donc de rassembler toute l'information produit dans un même référentiel. Donc quand je parle d'information produit, je parle aussi bien d'argumentaires commerciaux, marketing, caractéristiques techniques, fiches de sécurité, documents normatifs, vidéos. Ça s'appelle NextPage. Voilà, solution que certains connaissent ici. Voilà, donc ça c'est le premier point. Alors,
C'est intéressant. Alors, tout à l'heure, je parlais de gisement. Moi, je pense que l'industrie a un gisement énorme. Et donc, notre boulot, c'est de valoriser ce patrimoine. Je dis souvent que la donnée, c'est le patrimoine de l'entreprise. Nous, on fait que de la mécanique, on met en place des process, on met en place des outils. Mais la donnée, c'est primordial. Et pourquoi c'est primordial? On en a parlé, on l'a entendu tout à l'heure à la conférence, on a parlé de relevant information. Ça veut dire que l'information qui va aboutir aussi bien sur LinkedIn, sur une fiche produit, c'est une information qui est créée dans l'entreprise. Et c'est extrêmement important d'y apporter un soin le plus important possible. Donc ça, on passe beaucoup de temps à expliquer à nos clients la donnée, la donnée, la donnée. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, tous nos clients commencent à faire du catalogue personnalisé. C'est-à-dire que le gros catalogue qu'on faisait chez Schneider Electric il y a 10 ans, qui pesait 23 kilos et tout le monde en était fier, alors on y passait des temps. Aujourd'hui, c'est terminé, ou c'est quasiment terminé. C'est-à-dire que toutes les entreprises commencent à faire du catalogue personnalisé. Parfois, c'est même de l'hyper-personnalisation. Donc j'ai certains clients qui sont capables de faire un catalogue pour un client, un donneur d'ordre en particulier, en travaillant d'une part l'offre produit, en travaillant les argumentaires produits, ce qui fait qu'un capteur qui va aussi bien dans l'aéronautique que le ferroviaire, quand on s'adresse à Airbus, on va dire c'est un capteur qui était spécifiquement étudié pour l'aéronautique et conforme aux normes X ou Y. Je passe le micro à Hervé parce que je voulais que vous puissiez juste rebondir sur cet aspect-là. Est-ce que ça vous parle d'avoir autant de spécificité et de personnalisation de catalogue? Oui, tout à fait. Oui. C'est le one size fits all. C'est heureusement terminé. Notre expérience même personnelle va dans ce sens-là. Aujourd'hui, les utilisateurs sont de plus en plus habitués à avoir un contenu qui leur correspond de plus en plus. Donc pourquoi est-ce que ce serait différent dans l'industrie? Forcer un client ou un prospect à devoir se taper tout le catalogue pour trouver le produit qu'il a déjà commandé, il a juste oublié la référence. Donc c'est inhumain de leur faire passer ça. Alors Renaud, comment vous faites pour leur faire identifier déjà en interne leur data? Comment vous faites pour aussi les sensibiliser à un besoin de proposer des contenus qui sont plus en réactivité avec les besoins réels? Est-ce que c'est facile ou alors est-ce qu'il faut prendre votre bâton de pèlerin C'est pas facile, il faut prendre son bâton de pèlerin. Donc aujourd'hui, on passe beaucoup de temps, effectivement, en avant-vente, il y a un aspect didactique qui est extrêmement important. Donc on passe du temps à expliquer pourquoi la donnée est importante. Après, dans l'industrie, encore une fois, on a besoin de se rassurer, de monter des choses assez concrètes. Donc d'abord, on a besoin de délivrer assez rapidement. Donc parfois, on monte des petites maquettes, on monte ce que ça peut faire, et puis on teste les choses. Donc on commence à faire un petit catalogue de 16 pages personnalisé. Voilà, donc on commence à amorcer la pompe de cette manière-là, puis après, au fur et à mesure, les gens prennent conscience de l'importance et puis c'est parti. Et une fois qu'on a fait cette étape, alors elle n'est pas simple, parce que par exemple, multiplier les contenus, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que déjà, avoir du contenu sur un produit qui est de qualité, c'est déjà bien. Quand on commence à expliquer que le descriptif, il va falloir le décliner d'abord sur le web et le papier, parce qu'on ne s'exprime pas de la même manière sur le web et le papier, mais qu'en plus, il va falloir le multiplier par le nombre de cibles qu'on a, c'est forcément très compliqué. Voire en plusieurs langues. Voire en plusieurs langues, ouais. Donc ça, c'est la première étape. Et puis, une fois que c'est parti, là, j'ai le cas d'entreprises qui ont pris un avantage concurrentiel qui est énorme parce que vous vous rendez peut-être pas compte, mais entre avoir dans la main un catalogue généraliste qui parle une langue neutre et puis dans l'autre main, avoir un catalogue qui va être spécialisé, qui va parler dans votre langage, qui va vous présenter vos produits, qui va même être dans l'univers graphique qui est le vôtre, c'est le jour et la nuit. Et l'avantage concurrentiel, il est juste énorme. Voilà, donc tout à l'heure je parlais de gisement, moi je le redis, il y a un gisement dans l'entreprise, dans l'industrie, ce qui est extrêmement agréable, c'est qu'il y a des process, on est habitué à travailler en mode projet, donc les projets se passent plutôt bien, il y a des moyens, la plupart du temps, donc une fois qu'on arrive à franchir l'étape, et on a un avantage franchement concurrentiel qui est énorme. Ça permet aussi de prendre un virage, je me permets de rebondir là-dessus, de vente de produits vers vente de solutions. C'est-à-dire que avoir ces catalogues personnalisés, ça permet de promouvoir une solution. Si je prends par exemple l'application de mastic, on va pouvoir proposer tous les produits qui sont autour de ça. Pas seulement le mastic, mais également les accessoires pour l'appliquer ou les lingettes pour préparer la surface avant. Enfin voilà, tous les produits qui vont autour de ça, voire le grattoir pour l'enlever parce qu'au finalement on l'a mal mis. Oui, c'est l'expérience utilisateur et de quoi il a besoin quand il va utiliser du mastic. Ça se rapproche de les clients qui ont acheté ça ont aussi acheté ça. Ça se rapproche de ça. C'est un peu comme le roi Merlin qui avait fait ses ateliers bricolage avec des formations, avec des gens dans les magasins qui aidaient les gens à poser du carrelage. Et voilà, ça va bientôt se terminer. Voilà. Je voulais vous poser une question un peu provocatrice pour vous faire réagir. Oui, je vais la poser. Il y a des personnes qui disent que c'est bien sympa de digitaliser le front office, c'est-à-dire d'avoir un beau site internet, des réseaux sociaux, des contenus plus adéquats, mais qu'il faut peut-être aussi en même temps s'occuper des lignes de production derrière et des opérateurs.
Et il y a des gens qui disent, on entend souvent des responsables de la transformation digitale, des directeurs marketing de l'industrie parler du sujet. On n'entend pas tellement ceux qui sont derrière. Voilà. Ah, mais alors, en plus, je partage totalement cet avis, et c'est bien mon souci. Et c'est pour ça que, quand je vous ai parlé tout à l'heure de ce que l'on faisait à la fois dans la transformation digitale, numérique, peu importe, via un ERP depuis de nombreuses années, et ce que nous faisons aussi face à nos consommateurs avec la page Facebook, les sites internet, etc., c'est bien parce que je compte vraiment mener de front ces deux chantiers. Nous sommes 250 dans l'entreprise. Au dernier comptage, on doit avoir 180 postes informatiques. Voilà, donc c'est la réalité d'une entreprise comme la nôtre, c'est ça. Par contre, c'est vrai que... et on dit aussi, autre information, on dit aussi chez nous qu'on fabrique autant de produits que de données. Voilà. Ça y est, on y est. Mais moi, je fais du pâté, je fais des tartares aux algues, on fait tout un tas de choses. Mais on des saucisses. Mais oui, bon, enfin, il fait de la peinture pour les ailes des avions. Donc, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est de la donnée aussi. Oui, tout à fait. Mais on s'imagine pas, mais la quantité de données qui accompagne un produit avant même que le produit ait été conçu, puisqu'il y a toutes les données de traçabilité des matières premières, toutes les données de fabrication, les données que nous poussons à nos clients, qui sont dans notre cas majoritairement la grande distribution, et la façon dont nous poussons ces données, elle est très très normée par un organisme qui s'appelle GS1, et puis de la même façon, nous recevons nos commandes de façon dématérialisée, de façon très normée également, et donc ça suppose que tout le monde dans l'entreprise soit impliqué. Non seulement soit impliqué, mais utilise des outils digitalisés, parce que aujourd'hui c'est la réalité. Excusez-moi, je vais chacun vous faire réagir sur cet aspect-là. Pierre de Rennes-Ménil, sur l'implication des alors je ne sais pas si dans la pharmacie on dit ligne de production opérateur, mais enfin que les gens qui sont concrètement tous les jours qui s'y collent, comme on dit, comment on les implique aussi? Ou alors, est-ce que c'est déjà un gros boulot avec la direction générale? Alors, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que clairement, nous, on a les lignes de production, donc on produit en France. Oui, le problème de la question de la transformation digitale n'en est pas encore là. La première chose que moi, j'ai expliqué en arrivant, c'est que la problématique du digital et du changement, c'est 100% de l'humain. On l'a entendu par plusieurs personnes ici, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc toujours c'est people, process, technology. Le process et la technologie, on a les moyens et ça existe pour les mettre en place. Mais si l'homme, si l'aspect humain ne suit pas, on n'y arrivera pas. Donc moi j'en suis encore à éduquer le top management et je pense qu'on va y arriver, mais on n'y en est pas encore. Donc, mais ça démontre bien qu'au bout d'un an et demi, si on n'a pas abordé le sujet encore, c'est que là il y a une complexité importante. Hervé, sur cette partie d'implication des opérateurs, on va devoir aller vite, excusez-moi pour conclure, parce que je suis tout à fait d'accord. En fait, il y avait une étude, je crois, de Deloitte l'année dernière qui disait que plus de la moitié de la valeur de la transformation digitale était au niveau justement du côté industriel. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est digitaliser, s'assurer qu'on produit le bon produit au bon moment, qu'on a le bon stock. Parce qu'en fait, quand vous demandez à un industriel, une partie de la valeur qui est perdue, c'est le fait d'avoir de mauvais stocks. Le stock qui n'est pas le stock dont veulent les clients, que veulent les clients, qui peut-être a des problèmes de péremption, etc. Donc il faut absolument impliquer aussi la chaîne de production, et même je dirais plus loin toute la supply chain, donc du fournisseur au client. Donc le passage de commandes, des commandes que nous passons à nos fournisseurs, mais également les commandes que nous recevons, les accusés de réception, enfin toutes ces choses-là, il faut le digitaliser pour le rendre finalement seamless. Renaud, Constant, 3C. Oui. Je répète le nom de vos boîtes quand même, je fais un petit peu de promo. Voilà. Oui, je partage tout à fait. Donc, je dirais que ce qu'on voit, la face visible, donc tout ce dont on a parlé, inbound, c'est bien, mais derrière, si on ne met pas en place les process, les outils collaboratifs, on en a parlé tout à l'heure, les outils qui vont être aussi un peu structurants. Donc, globalement, les outils vont remettre aussi les gens dans leur valeur ajoutée. On voit beaucoup d'entreprises où, globalement, la com fait du marketing, le marketing fait de la com, gère des données, etc. Donc mettre en place des outils de digitalisation, c'est aussi mettre en place des process, remettre chacun dans sa valeur ajoutée. C'est pas méchant ce que je dis, mais simplement c'est mettre les gens aussi un peu dans leur basket pour qu'ils soient plus à l'aise et qu'il n'y ait pas de mélange des rôles. Donc la partie back-office, mise en place de back-office, de process, c'est effectivement essentiel
crucial. Merci beaucoup de votre attention. Je vais juste laisser le mot de la fin à Loïc Kenaf, qui a une actu. Oui, il a une actu, et donc on va le dire avant de quitter la salle. Je vous laisse la parole parce que vous êtes en train de digitaliser une association d'entreprises bretonnes, association professionnelle, et j'aimerais juste que vous puissiez en dire un mot pour les personnes qui habitent ici en Bretagne. Effectivement, donc je suis président de l'association Produits en Bretagne, du réseau Produits en Bretagne, 110 000 salariés, 430, presque 40 entreprises, et nous fêterons nos 25 ans cette année, au même titre que nous serons ici au Jacobin le 16 février pour notre assemblée générale. Et le 16 février, nous allons présenter à nos membres vraiment le premier pas de la digitalisation de ce réseau, avec notamment une application pour les entreprises membres pour pouvoir interagir dans le réseau Produits en Bretagne, puisque c'est quand même la première des attentes de nos membres, de contribuer à l'économie de la région par l'emploi, mais aussi de le faire surtout en réseau. Donc c'est un grand pas parce que notre réseau a énormément progressé, 440 entreprises, c'est colossal, et il convient absolument que les moyens que les entreprises nous donnent pour faire fonctionner ce réseau, ce ne soit pas un empilement de personnes dans un gros machin mou qui ne serait pas vraiment à leur service. Et donc on a vraiment mis en place une stratégie pour avoir une communication lean dans le réseau pour être le plus efficace possible. Et donc cette stratégie de digitalisation est en route.